Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité du son lors de ce podcast. En effet, malheureusement, avec Arthur, nous n'avons pas pu nous rencontrer en présentiel. Nous avons donc dû effectuer le podcast en visioconférence. La connexion n'était pas optimale, ce qui explique une mauvaise qualité du son. Et malheureusement, j'ai dû couper certains moments du podcast et vous n'aurez donc pas accès aux mots de la fin, mais j'espère tout de même que ce podcast vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un athlète exceptionnel, Arthur Farou, qui vient de courir en 4h27 aux 5 km de Monaco. Donc merci à lui d'avoir accepté le podcast. Donc là, l'idée, c'est de discuter un petit peu avec lui, bah, tout d'abord sur son parcours et ensuite sur sa philosophie de l'entraînement et sa préparation pour Monaco. Du coup, bah, Arthur, salut et puis je te laisse te présenter à nos auditeurs. Salut, salut à tous. Merci de m'inviter sur ton podcast. Alors moi, du coup, Arthur Farou, je viens d'avoir 23 ans. Donc comme tu l'as dit, là, cet hiver, j'ai fait un petit peu de 5 kilomètres. Donc là, un bon record à 14,27 à Monaco. Et puis on prépare tranquillement l'été sur 1500 mètres, principalement. Très bien. Donc tu es plus spécialisé 1500 mètres ou tu apprécies quand même beaucoup de monter sur 5 et 10 kilomètres? Alors là, c'était la première saison que je montais un petit peu et que je m'intéressais vraiment à la route. Mais c'est vrai que l'objectif de cette année, en tout cas, ça reste le 1005, se spécialiser là-dedans OK, et puis voir jusqu'où ça mène. ça marche. Bah, écoute, je te propose de commencer tout de suite sur, un petit peu ton parcours de vie, ton enfance. Si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé à pratiquer la course à pied? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou par hasard? Ça s'est fait naturellement et par hasard, c'est ça qui est bizarre en fait. C'est que j'ai commencé le sport très tôt, à l'âge de 4 ans. J'ai fait 12 ans de rugby, donc OK, dans la ville où c'était le rugby qui était dominant, tout ça. Donc vraiment j'adorais ça et au fur et à mesure que je faisais les crosses scolaires, les courses, tout ça, on m'a toujours dit chaque année: «Inscris-toi à l'athlétisme, tu cours bien, tu cours vite, ça peut être intéressant pour toi». J'avais fait un test, quand j'avais peut-être 6 ans et en fait, c'était, à un moment donné où il fallait faire les sauts, les lancers, tout ça et en plus, c'était en parallèle du rugby donc ça m'a pas plu, j'ai pas accroché, je préférais aller à l'entraînement de rugby à la place. Et puis à 16 ans, j'ai arrêté le rugby OK. et là, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» Mes profs, même au collège, lycée, enfin, ça continuait et là, je me suis dit: «Bon, beh, je vais tenter, on va voir ce que ça donne» et puis depuis, j'ai pas arrêté, quoi. OK. Donc tu as commencé dans un club, près de chez toi du coup? Ouais, c'est ça et justement, c'était la piste que je voyais où à chaque fois que je m'entraînais au rugby, c'était la piste juste à côté et donc au OK. final, j'ai pas trop bougé, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, tu as accroché tout de suite? Tu as tout de suite eu des résultats puisque tu avais du coup des possibilités, un petit peu au-dessus de la moyenne, qui ont été repérées très tôt ou ça c'est venu vraiment progressivement? La performance, elle est venue progressivement, comme l'investissement, en fait et ouais, j'ai commencé, de mémoire, j'ai commencé l'athlétisme et au bout de 3 semaines, il y avait un 800 mètres qui s'organisait, c'était début de saison, c'était en septembre Mmh. et je fais 2:12 donc ce qui était pas mal, mais pas incroyable non plus. Combien? Parce qu'il y a eu j'ai pas entendu avec il y a eu un petit bug de son. Tu as dit combien sur le chrono? J'ai commencé avec le 800 mètres en 2:12, 2:12, OK, ça marche. 10:12, ouais, donc c'était pas incroyable, mais c'était pas mal non plus. C'est un bon début, 3 semaines d'athlétisme seulement, Oui, donc c'est que clair. quelques entraînements et c'était en fait un test, pour voir, d'où je commençais, quoi. Ouais, ça marche. Donc tu as commencé plutôt sur le court forcément avec du 800 mètres et tu es monté rapidement sur 1500 ou tu t'es réessayé, sur 800 mètres après, Bah, après ça a été directement le début des crosses parce que là, Ouais. c'était pas vraiment la saison, c'était la fin de l'été, du coup, il y avait encore une compète qui se baladait par là, mais sinon c'était vraiment ça commençait par les crosses. Donc j'en ai fait ma spécialité, on va dire, parce Mmh. que c'est aussi par là que je suis venu avec les crosses scolaires. Donc ça, j'aimais beaucoup et après, l'été qui a suivi, c'était pas mal de découvertes, pas vraiment de spécialisation. C'était du 3000, un petit peu de 1005, du 800, donc il y avait pas de spé du tout. OK, ça marche.
Et est-ce que tu te souviens un petit peu à cette époque-là de à quoi pouvait ressembler ton entraînement? Et puis comment il a évolué par la suite? Bah, alors l'entraînement, c'était vraiment dans un petit club un petit peu familial avec, beaucoup d'adultes. Moi, les entraînements, comme souvent, c'était mardi soir, jeudi soir, donc Mmh. que 2 entraînements et c'était les 2 fois sur la piste. OK. Donc, rien d'incroyable, pas de footing, pas un plan très construit, quoi. C'était juste, Ouais, ouais. retrouver des copains, aller s'entraîner, 2 séances piste. Puis, on se souvient des échauffements où on partait, 5 minutes et puis après on restait, derrière une voiture pendant 15 minutes et puis on revenait, hop, l'échauffement est terminé, quoi. Mmh, OK. Ouais, donc quand même beaucoup de d'intensité en fait, globalement de l'intensité, très peu de footing? Ouais, c'est ça OK. et même après, je me souviens que peut-être au bout de quelques mois, j'ai dit: «Ah bah, ça me plaît, j'ai envie de m'y mettre un petit peu plus», du coup au même entraîneur et en fait, je revenais, 2 soirs de plus et 2 soirs de plus, c'était de la piste encore une fois, mais pas de footing, quoi. OK. Ouais, donc tu allais presque jusqu'à 3 séances de qualité, dans la semaine avec, que de la vitesse quoi, presque. Ouais, c'est ça, le seul «volume» entre guillemets que j'avais, c'était l'échauffement, quoi, OK, quand il était fait. d'accord, je vois. Et du coup, combien de temps tu es resté comme ça et à quel moment tu as décidé d'être plus compétitif, d'augmenter ton volume, de t'investir et pourquoi tu as fait ce choix-là? Bah, en fait, au début, j'avais même pas l'idée d'être compétitif, je découvrais seulement, je pense. Donc ça a duré de mes 16 ans à mes 18 ans, une fois que j'ai passé le bac, et que j'ai validé, mes années de lycée. Après j'ai changé de club, du coup, je me suis retrouvé, à Rodez, là où j'ai commencé mes études de STAPS OK, et là, c'était déjà un petit peu plus construit, je commençais à découvrir un petit peu le footing, tout ça. Bon, c'était pas non plus incroyable et puis ensuite, il y a le covid qui est arrivé vachement vite, hein, au final. ouais, OK, Et c'est je pense que c'est à partir du covid que là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que j'aime faire? Courir, j'aime bien, bon, beh, pourquoi pas m'y mettre un petit peu plus, quoi?» OK. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est 2019 à peu près, c'est ça le Ouais, Covid? 2019, je me souviens que je suis arrivé, à Rodez dans mon nouveau club. J'ai fait, toute la saison de cross. Je me suis qualifié jusqu'au championnat de France et là, c'est tombé à ce moment-là que du coup, le championnat de France a été annulé OK, et là, déjà, je m'entraînais un petit peu plus, c'était plus régulier, ouais. d'accord. Parce que là, j'ai cru comprendre en plus, on se connaît depuis pas longtemps, mais que tu as eu une progression assez exponentielle. Et comment tu ça du coup? Est-ce que tu t'es investi beaucoup plus d'un seul coup? Est-ce que tu as modifié, ton entraînement, que ce soit en volume, en intensité? Est-ce que tu es toujours coaché par la même personne? Comment tu ta progression aujourd'hui? Donc là, c'est sûr que sur la dernière année, j'ai pas mal progressé, mais sinon avant, du coup, après le club de Rodez, Ouais, je me suis redirigé vers le club, d'Albi, dans lequel je suis toujours. OK, ouais, il y a des très bons coureurs, ouais. J'ai eu ce coach-là qui m'a accompagné, du coup jusqu'à encore l'année dernière, jusqu'à la saison estivale et là ensuite j'ai changé de coach et maintenant je suis avec, Sébastien Gamel, donc qui entraîne notamment Benjamin Robert. D'accord. Et là, une toute nouvelle méthodologie d'entraînement, beaucoup plus de volume, Mmh. de manière plus maîtrisée, en fait. Ouais, on contrôle, ouais. Alors que l'entraînement que j'avais eu, entre-temps, c'était beaucoup plus, énormément d'intensité Mmh. et puis quand c'était du volume, c'était vraiment du très lent, j'avais pas trop de vitesse intermédiaire Ouais, et donc je pense que là, mes derniers résultats, ce qui a pas mal changé la donne, c'est que j'ai bossé toutes les allures à peu près et un peu tout le temps, OK. donc depuis septembre. Une dominante aérobie avec beaucoup de travail au seuil, des doubles sessions, Ouais. des choses comme ça? C'est ça, on a commencé un petit peu, pour le groupe, c'était aussi nouveau, donc je suis arrivé quand ils ont fait des changements. Ouais, On a abordé un petit peu le double seuil pendant ouais. quelques semaines, c'est bien passé. Heu, Plus de volume en général. Il y avait toujours des séances avec un petit peu plus d'intensité, mais quand on était en semaine de double seuil, c'était quand même toujours maîtrisé pour pas faire de surplus. Mmh. Puis on a une sortie longue. Sortie longue, c'est quelque chose que je faisais pas non plus. OK. Donc pas mal de nouveautés en fait, depuis septembre. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, sur tous les podcasts, je vois un petit peu arriver la méthode, enfin, entre guillemets, «la méthode norvégienne» qui arrive un peu et il y a énormément d'athlètes qui se mettent à cette, méthode et on voit que le niveau moyen, il est en train d'exploser.
Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même à creuser à ce niveau-là, hein. C'est ce que j'entends le plus régulièrement, tu vois? Je t'avoue que je m'attendais pas encore avec toi, je pensais que tu étais plus sur de l'intensité et non, tu es aussi converti à cette méthode, récemment. Donc tu vois, il y a pas de secret, hein. Tous les élites que j'ai reçus, en tout cas jusqu'à maintenant, le plus costaud que j'ai reçu, c'est Clément Toiti qui court en 3:42 le 1500 et lui, c'est pareil, il s'est converti à cette méthode. Il est sur un volume constant avec du 130 kilomètres, aérobie et vraiment en contrôle. Donc effectivement, je pense qu'il y a une tendance là-dessus qu'on n'avait pas avant et c'est vrai que la méthode française, elle est beaucoup axée sur la VMA, sur l'intensité et au final, je suis pas certain que ce soit le meilleur moyen de performer, en tout cas de durer dans le temps aussi, quoi. Ouais, bah, ça, je suis d'accord parce que, j'étais vachement, du coup, presque à l'inverse. Beaucoup Ouais. de qualité, pas tellement de volume. L'an dernier, de moyenne, j'ai peut-être 60-70, Mmh, mmh mh. 80 les plus grosses semaines. Mais par contre, je m'entraînais fort tout le temps et j'étais souvent blessé au final. Donc c'était pas un entraînement qui me convenait, peut-être que ça convenait à d'autres. Et c'est vrai que quand on a vu exploser les perfs au fur et à mesure, grâce à Jacob, hein, Ouais. rien que ça, Ouais, a ouais, ouais, inspiré des amis français qui eux aussi ont réussi à passer des steps et après, tout le monde suit un petit peu la tendance, je pense. c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable de voir, puis en plus, bah, c'est avec Jacob, c'est lui un peu qui a révolutionné l'entraînement parce que la méthode kényane, on la connaît tous, c'est quand même une méthode que tout le monde ne peut pas suivre et qui conduit, aussi souvent à la blessure, hein. Il faut avoir une génétique un peu, d'acier pour tenir le coup et comme quoi on peut concurrencer, les Kenyans. C'est ce qu'on est en train de voir là, de plus en plus, ce qui était pas le cas avant et c'est vrai que c'est intéressant de voir que, bah, il y a des Européens, à mon avis, qui vont arriver, dans le haut du panier là, de plus en plus et ça, c'est pas mal. Du coup, est-ce que tu te souviens un peu de l'évolution récente de tes records justement depuis que tu as pratiqué cette méthode? Combien de temps tu as gagné? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait progressivement ou au bout de 3-4 mois, tu avais déjà baissé le chrono? J'ai envie de dire que, ouais, ça se fait progressivement. L'an dernier, j'avais fini ma saison en 31,04 sur 10 kilomètres, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais un seul 10 kilomètres dans l'année. OK. C'était, à ce moment-là, du coup, c'était, mon deuxième 10 kilomètres. Ensuite, j'ai commencé avec ce nouveau groupe d'entraînement, pardon, en septembre et puis j'ai commencé à m'entraîner plus pour du 10 kilomètres, mais en fait, c'était une préparation générale. J'ai tenté, de me rapprocher des moins de 30-30 sur la Mmh. distance. J'ai, «échoué» entre guillemets 2 fois. J'ai commencé par un 30-58 si je ne me trompe pas à Montpellier, puis ensuite à Bordeaux quelques semaines après, j'ai fait, 30-46 OK et tout ça l'année et là dernière, c'est ça? mais ça c'est oui depuis septembre. OK, ça marche. Donc depuis que j'ai mis en place le nouvel entraînement et entre-temps, il y a eu les doubles seuils qui sont arrivés, les semaines, qualitatives et quantitatives qui se sont enchaînées aussi et là je me suis surpris, j'ai surpris les coachs, j'ai surpris un peu tout le monde et je finis avec un 29,45 donc l'entraînement paye. Ouais, donc en fait, tu es passé de 30 minutes 43 à, 29-45, c'est ça? Ouais, c'est ça, la dernière marque que j'avais, c'était, 2 mois avant la Prom classique et puis c'était 30-46 et là je fais 29,45 donc RP de 1 minute. Ouais, c'est monstrueux. Ouais. Et Ah, je m'y attendais tu pas. et tu l'as senti toi, tu l'as senti pendant l'entraînement ça ou tu t'es surpris le jour J? Je me suis vachement surpris le jour J. Franchement, pour être honnête, j'ai passé la ligne, je me suis mis à pleurer, hein. 1re fois de ma vie que ça m'est arrivé, Ah ben là, donc ouais. les émotions sont fortes. Mais sinon à l'entraînement, oui, je me sentais fort, mais fort plutôt dans ma capacité à enchaîner les entraînements et sans blessure. Ouais. C'est surtout la confiance qui est montée par rapport aux entraînements que j'avais avant, j'arrivais toujours un petit peu fatigué et je pense surtout fatigué mentalement et pas prêt à me faire mal en compétition. Et donc là, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance dans mon entraînement, voir que j'enchaînais bien les semaines, que ça se passait bien, que les allures étaient vraiment propres. Mmh. Je suis arrivé, là-bas, en fait, assez serein et je suis parti vite et je me suis dit: «Bon, maintenant il va falloir assumer» et puis c'est passé. Excellent. Et du coup là, tes prochains objectifs, ça va être quoi alors du coup, une fois que tu as réussi à tu écrasé le sub 30, direct et là, ce serait quoi maintenant tes objectifs?
Là, du coup, les objectifs, je vais me tourner, plus vers la saison estivale, Ouais, donc principalement 1 500 mètres. Et ce que j'ai fait sur la route, cet hiver, en passant du 10 kilomètres, 5 kilomètres, c'était en préparation du 1 500 mètres, parce que toujours ce qui m'a manqué les années précédentes, bah, je pense par manque de volume, ouais. c'est, c'est qu'à chaque fois je faisais des 1 500 mètres, je passais aux 1000 mètres, j'avais plus de jus, j'étais plus dans le bon wagon, tout le Mmh, monde mmh mh. partait. Et puis, si tu avais le malheur d'être dans les 100 derniers mètres avec moi, je remettais une grosse mine, mais je pouvais pas faire autrement, en fait. Je pouvais pas suivre le dernier tour et la seule réserve qui me restait, c'était seulement ma vitesse et je pouvais pas accélérer avant. Et donc là, ça a été le travail de tout cet hiver, pour arriver justement, mieux armé cet été. Mmh, mmh mh. Et OK. Ouais, bah, je pense que ça va tout changer pour toi, parce que la vitesse, tu l'avais, tu l'as depuis toujours, mais il a fallu ouais, il faut travailler vraiment la caisse et c'est marrant parce que, bah, j'ai reçu le dans le premier épisode du podcast, j'ai reçu un profil un petit peu comme toi, Gauthier Cascales qui a un record, je crois, en 3:48 quelque chose et qui était toujours un petit peu bloqué aussi dans son dernier 500 parce qu'il faisait pas assez de volume. Pareil, il a fait beaucoup de qualité étant plus jeune et là, depuis cette année, il a changé son entraînement, donc on va voir ce que ça va donner. Pareil, des hauts volumes, 100, 110, 120 et je pense que ça fait toute la différence. Mais il faut quand même avoir cette, c'est ce qu'on oublie souvent aussi, il faut avoir cette vitesse intrinsèque, il faut l'avoir. Parce que si on fait juste du volume mais que la VMA elle est pas là, forcément, donc je pense que c'est bien de travailler en 2 temps et que la méthode double seuil et tout, elle est quand même réservée à des gens, entre guillemets, «assez élites» qui ont déjà un passif, d'intensité, de vitesse intéressant et je pense que, ouais, de toutes les personnes que j'ai reçues, c'est un peu ça, en fait. Ils ont travaillé leur vitesse toute leur enfance et une fois qu'ils étaient vraiment solides, à ce niveau-là, ils sont passés sur la méthode, un peu plus volume. Mais après, faudrait voir, hein, mais je pense que commencer très jeune à faire beaucoup de volume, c'est peut-être pas forcément la solution. C'est à voir. C'est à voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense que pour avoir une marge un petit peu sur 1 500 mètres en tout cas, la vitesse, elle est quand même importante pour ouais, pouvoir assumer, bah, justement, ces chronos assez rapides. S'il y a très peu de marge de vitesse, même si le moteur est énorme, au bout d'un moment, ça va stagner à un point et pour aller chercher, je pense, un petit peu au-dessus, il faudra quand même cette vitesse. c'est ça. Donc je pense que ouais, Au c'est ça. moins d'un point de vue mécanique, je pense. Ouais, clairement, clairement. Bah, écoute, je te propose maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail sur ta course de Monaco. Que tu nous expliques un petit peu, bah, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé et puis, ta préparation, globalement, comment elle s'est préparée? Et puis ce qui m'intéresserait bien de savoir aussi, c'est comment toi tu as géré ton affûtage sur cette course? Parce que moi, c'est ce qui m'a porté un petit peu, défaut sur la course. J'étais plus habitué aux longues distances, ça faisait maintenant 3 ans que j'avais pas fait de 5 et j'ai mal, visiblement, j'ai mal géré mon affûtage. Donc j'aurais vraiment aimé savoir, toi, comment tu as négocié ça et la préparation, comment elle s'est passée, globalement? Du coup, la préparation, entre Nice et Monaco, donc il y a eu 1 mois qui s'est passé entre les 2 courses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le travail progressivement parce que j'avais un tendon qui était un petit peu faible, tendon d'Achille. Et toujours, on est resté un petit peu sur de la préparation générale, avec quand même du volume. Et là-dedans, on a intégré par contre, 2 semaines où on a remis de l'intensité Ouais. pour faire un rappel en fait un petit peu, sur des allures, 1 500 mètres, 3 000 mètres. On a fait aussi quelques intervalles sur une spé, qui ressemblait plus à des allures 800 mètres. OK, donc tu as Donc quand on a même mis un peu de vitesse, dans l'entraînement, ouais, ouais. on a un cycle de 2 semaines avec un petit peu plus de vitesse pour se remettre, dans le bain. Mmh. Parce qu'il y en avait aussi, dans le groupe qui allaient courir en salle. Donc ça a fait du bien un petit peu à tout le monde et pour le 5, moi, c'est vrai que c'était pas mal. Donc on a attendu les quelques jours où il a fait un petit peu plus, chaud pour Mmh. pouvoir mettre les points de piste et puis, mettre des bonnes allures et retrouver un petit peu, ces sensations, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes que l'été. Parce qu'évidemment, mettre les pointes en hiver, c'est déjà plus difficile pour aller sur les vitesses de l'été, quoi. Mmh. Du coup, une prépa qui a duré combien de temps? Alors parce que Nice, c'était il y a pas si longtemps que ça, donc c'était pas une prépa, très, très longue, combien de semaines? En fait, on n'a même pas calculé la préparation en termes de semaines, ça a été plus, vraiment beaucoup de préparation,
préparation générale, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, pour le 10 kilomètres, c'était préparé un petit peu, via le double seuil. Mmh mh. Ensuite, avec des fartleks qui étaient un petit peu plus rapides sur des allures qui descendaient jusqu'à 2,50, au kilomètre. Mmh mh. On mettait peut-être des 30 secondes, 45 secondes en fin de fartlek pour, descendre sur des 2,45, 2,40 parfois. Mmh mh. Et en fait, ça a été, on a englobé, un petit peu les allures OK. et il y a pas eu vraiment de séance, spécifique, que ce soit pour le 10 ou pour le 5 kilomètres. OK, ouais, tu es resté vraiment dans ta continuité, ta prépa générale et quand même sur, comment tu as géré les 15 derniers jours? Est-ce que tu as fait une approche un peu plus spécifique quand même ou comment tu as géré ça? Quand on arrivait dans les 15 derniers jours, en fait, on a eu les 2 semaines, c'était pendant le cycle où on a remis de la vitesse, de l'intensité. Mmh mh. Donc, il s'est passé 2 semaines, justement, dans ce cycle-là et ensuite je démarrais ma semaine de course. Heu, la dernière séance que j'ai pu faire, ça a été le jeudi, mais c'était quelques 300 mètres, relâchés et Mmh. sinon la dernière séance un petit peu difficile où il fallait quand même s'employer, sans se mettre, quand même la tête à l'envers non plus, hein. C'était le mardi avec un long fartlek. Au final, ça fait quand même 18 kilomètres de volume, donc c'était peut-être trop, je sais pas. Mais en tout cas, après, c'est surtout sur les, 3-4 derniers jours où on relâche un petit peu, on fait juste tourner les jambes, un petit rappel et toujours l'avant-veille, ce qui marche pas mal pour moi, je pense, c'est d'avoir un repos complet. OK, tu fais pas d'activation du tout, la veille de course? Le Si, c'est le vendredi que je suis en off complet Ah OK, ouais. et la veille de course, en fait, je fais comme un échauffement complet, c'est-à-dire, footing, gamme, accélération avec, des assouplissements, enfin pas des assouplissements, des étirements actifs, pardon, Mmh mh, mmh mh. comme si j'allais courir la course, mais en fait juste l'échauffement. Je vois. Et du coup, en termes de volume, tu baisses de combien ton volume? À partir de quand? Est-ce que c'est 10 15 20? Il y en a même qui vont jusqu'à 30, 40. Toi, comment est-ce que tu gères ça? Parce que c'est hyper complexe l'affûtage, c'est vraiment personnel. Moi, j'en connais des très, très bons qui courent pas pendant 3 jours avant la course, ils font rien. Alors moi, Comment ça a été, dans le cycle, on a remis un petit peu de vitesse, on avait un volume qui s'approchait plus des 110-120 kilomètres mmh mh. parce que là, on avait déjà quitté le double seuil, donc c'était un volume, fait plus par des fartleks, sorties longues, tout ça. Ouais. Ensuite, on est passé sur le cycle un peu plus vitesse, là, c'était du 100 kilomètres par semaine, donc là, sur 2 semaines et la semaine de course, j'ai dû arriver avec, 65-70 kilomètres dans les jambes avant la course. Donc en fait, ça fait une réduction à peu près de 30, j'ai envie de dire. OK, je vois. Et c'est toujours ce que tu fais à peu près ou des fois il y a tu as des variantes, en fonction des distances, tu gères ton affûtage, différemment? Par exemple sur le D-board, c'est à peu près pareil j'imagine ou? Sur le 10 kilomètres, oui, ça avait été à peu près pareil. J'étais arrivé, peut-être que là, j'avais plus d'enjeu, donc j'en avais mis un petit peu moins et en fait, c'était surtout beaucoup aux sensations. Après, c'était assez particulier avant le 10 kilomètres, c'est que pendant les 10 derniers jours, j'étais blessé au tendon d'Achille. Donc, il y a même des séances qui devaient être faites en contrôle que j'arrivais pas à faire. Je faisais l'échauffement et puis, j'étais obligé de couper parce que je pouvais pas courir. En fait, c'était surtout un peu de peur, je pense, d'appréhension et du coup, je préférais ne pas trop m'entraîner les 2 semaines qui arrivaient, avant le 10 kilomètres pour préserver le tendon, pour que le jour J, il soit prêt. Donc là, ça a été encore particulier, il y a pas eu vraiment d'affûtage ou sinon il était un petit peu forcé, en fait. OK, ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je pense une réduction de 30 à 40 en général. OK, ouais, bah, tu vois, moi, c'est pourtant plus ou moins ce que j'ai fait. En fait, si tu veux, moi, j'ai fait une semaine, 3 semaines avant, j'étais à 100 kilomètres et juste après la semaine à 100 kilomètres, 4 jours après, j'ai senti un très bon pic de forme. Bah, je me souviens, j'avais fait, 3000 m, une séance 3000 m que j'ai passé à 3,15 avec, les derniers 300 à 3,09 alors que j'étais en contrôle en plus. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est sûr, ça passe» et petit à petit, la forme a baissé au fur et à mesure que j'ai baissé le volume d'entraînement. Donc ça fait 100 km, 75 et 35 et lors de la semaine à 35, j'ai tout perdu. Donc je pense qu'à mon avis, j'ai trop baissé l'entraînement pour me rassurer parce que j'avais pas l'habitude, bah, un peu comme toi, ça fait quoi? 6, 7 mois que je me suis mis à faire pas mal de volume, du seuil et tout
et 100 kilomètres, c'était ma plus grosse semaine. J'étais plus, aux alentours de 70-80 et elle m'a fait un peu peur cette semaine. Je me suis dit: «J'ai peur d'arriver vraiment cramé», donc j'ai voulu faire un affûtage, progressif et assez marqué et visiblement ça a pas forcément fonctionné, mais ouais, pour, pareil, par peur en fait de se blesser. Des fois, on a tendance peut-être à baisser un peu trop le volume, c'est Moi, assez ce qui m'a gardé en confiance, c'est que j'ai gardé à peu près le même nombre d'entraînements par semaine, ouais, donc normalement à 10. Et plutôt que de faire, ouais, des doubles avec le matin 40 minutes de footing, ce que je faisais, c'est que j'en faisais 30 et en fait, je réduisais un petit peu à chaque entraînement, le volume, mais je gardais le même nombre, comme ça j'avais pas l'impression de me désentraîner. ouais. Là, je sais que je remettais mon corps toujours en mouvement autant que d'habitude pour pas qu'il se déshabitue justement. Ouais, ouais, tu es resté sur la même fréquence, ouais, ça c'est intéressant, ouais. Donc tu es sur 10 entraînements, globalement? C'est ça. OK, ça marche. Et là, du coup, en termes de nombre de séances d'intensité, combien tu peux faire sur une semaine type, en intensité? Donc, quand je dis intensité, c'est, ça va aller du travail au seuil jusqu'au travail de VMA. Combien d'intensité tu peux faire dans une semaine? Généralement, récemment, ça a été, le mardi une intensité, jeudi pareil, heu, ensuite, le samedi, c'était, soit il y avait le double seuil ou sinon c'était encore une autre séance. Donc j'ai envie de dire 3 ou 4. Ouais, Et si on compte les longues avec du seuil 1, ouais, bah, ça peut faire 5. OK, ça marche. Mais du coup avec, globalement contrôle, quoi. OK. Bah, écoute, là, je te propose, tu nous racontes un petit peu, ta course globalement, rapidement, hein. Comment tu as géré la course? Dans quel état d'esprit tu étais? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'avec du recul, tu aurais fait les choses un peu différemment ou au contraire, tu es très content de ta course? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la course? Au niveau déjà de l'approche de la course, je pense que l'entraînement, ça a été ce qu'il me fallait. OK. Je suis arrivé là-bas frais, autant physiquement que mentalement. Je me suis pas senti diminuer, ni rien, donc ça, c'était vraiment pas mal. Ensuite, la veille de course, elle s'est bien passée. J'ai repéré le parcours pour savoir un petit peu, où est-ce qu'il y avait une petite bosse, tout ça, Mmh mh. pour bien repérer et pas se faire avoir le jour de la course, justement. Donc ça a été pas mal, ça s'est fait avec des petites lignes la veille. Après le jour de la course, pas trop stressé non plus. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai fait l'échauffement, habituel. Je savais les difficultés du parcours et le premier stress qui est venu, au final, ça venait pas de moi, mais ça venait du sas de départ. Donc je voulais partir sur des bases de 14-20 et je me suis retrouvé avec en fait, un dossard qui était dans le sas des plus de 16 minutes, si je me trompe pas. Ouais, bah, on était côte à côte, je m'en souviens, ouais. Donc j'ai pas eu le sas préférentiel qui se situait derrière les élites. Donc quand je voyais que le sas préférentiel se remplissait au fur et à mesure devant mes yeux et que je pouvais rien faire, même quand je demandais, à passer devant, c'était pas possible. Du coup, c'était le premier stress de me dire: «Merde, premier kilomètre, il va falloir que je me bataille pour me faire ma place et que je me retrouve pas seul derrière le groupe avec lequel j'aurais dû courir». Mmh mh. Au final, ça s'est quand même bien passé. J'ai dû faire un petit peu ma place et j'ai rejoint le groupe juste avant la première côte qui était à 700 mètres. Je me suis bien calé et puis, la course s'est faite, vraiment au train et puis ça a pas été facile dès le début, mais ça a été à peu près régulier et puis, je suis content de l'effort qui a été fourni ce jour-là. OK, et en temps de passage, est-ce que tu te souviens un petit peu du temps de passage? Tu as eu des grosses différences au kilo ou tu es resté vraiment régulier? J'ai été régulier les 3 premiers kilomètres ont été assez réguliers. Par contre, le 4e, une grosse baisse de régime. J'ai été plus sur de l'allure 10 pour le coup, sans trop m'en rendre compte et alors qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans le dur. Je relançais mon petit groupe de 3, donc j'avais l'impression que justement ça allait parce que je relançais le groupe et par contre le dernier kilomètre, je l'avale, 10 secondes plus vite que tous les autres. Donc j'ai profité, je savais qu'en sortant du tunnel, après il y avait la petite descente et après c'était plat jusqu'à l'arrivée et donc vu que ça je l'avais bien repéré, je savais que là je pouvais envoyer à ce moment-là et j'ai osé envoyer. Peut-être que j'aurais pu le faire aussi avant du coup, mais voilà. En fait, la première partie de course a été régulière.
ensuite ça a été lent, ensuite ça a été très rapide. Donc c'était assez particulier. OK et au niveau chrono, ça donnait quoi à peu près? Du Mmh. 2,50, 2,50, 2,52 au départ à peu près, Voilà, 1er kilomètre, je passe en 2,52 pile sur les allures visées, parce que Mmh. 14-20 c'était 52. Ouais. Ensuite, c'est, du 2,53, légèrement, plus lent et ensuite je passe sur un kilomètre en 2,57, 2,58 qui sort de nulle part comme ça et je finis le dernier kilomètre, si je me trompe pas, quelque chose comme, 2,45 Ah ouais. et je m'en suis pas forcément rendu compte. Après le parcours, ça a aidé la petite, descente, elle a mis sur le rythme pour le plat qui était, ensuite et puis en voyant la ligne d'arrivée et tout ça, il y avait plus qu'à tout donner. Ouais donc Et chrono final, 14,27 à 7 secondes de ce que j'aurais aimé faire, mais j'en suis quand même satisfait, parce que j'ai tout donné dans tous les cas ce jour-là. mmh. Puis je pense qu'on peut voir que tu avais une marge, hein, parce que pour passer un dernier kilo comme ça, comme tu dis, tu aurais démarré un tout petit peu avant. Je pense que les 14-20 c'était gagné, mais il faut oser le faire et puis il faut pas craquer avant la ligne, quoi. C'est ça le truc. C'est ça et je pense qu'il y a aussi un peut-être un petit manque de ce côté-là, niveau mental, de savoir ce que je peux faire. Est-ce que j'ose attaquer avant? Parce que ce qui est vachement bizarre, au final, c'est que pendant le 4e kilomètre qui passe vachement lent pour moi, je me dis que je suis dans le dur et que ça va être compliqué de finir. Alors que 500 mètres après, j'envoie une boîte et on me revoit plus. Ouais, Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher aussi du côté mental, peut-être déverrouiller certains petits blocages que je dois avoir. Peut-être oser un petit peu plus et puis, on verra. Les chronos vont baisser dans tous les cas. Mais 14-27, c'était pas mal. c'est sûr. Bah, puis là, tu t'es surpris en quelques mois au final, donc tu es un nouveau coureur presque. Tu te réapprends là, tu réapprends à Ouais, te c'est ça. connaître, quoi. Déjà, sur le 10 kilomètres de la Prom classique, je visais un moins de 30-30. J'avais échoué 2 fois sur ça. Alors là, si tu me disais 29-45, sous la publication que j'avais envoyée à ce moment-là, la veille de la course, il y en a qui mettaient ça en pronostic. Bah, je me marrais. Je me disais: «Jamais jamais je qu'est-ce qu'ils me racontent? Les gars, je j'arrive pas à me rapprocher des 30-30, vous me dites, 29-45». Au final, je fais 29-45, bah, voilà, complètement choqué. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi, ce côté-là, réapprendre un petit peu à remonter un petit peu mes objectifs, je pense Bah, oui, et oui. puis, une fois qu'ils sont posés, bah, y aller à fond. C'est clair. Non, le côté mental, il est hyper important et puis c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même faire des courses régulièrement, pour rester mentalement, fort et apprendre à gérer les contraintes d'une course et puis notre niveau qui augmente aussi parce que là, en quelques mois, ouais, tu as explosé donc je pense que tu t'y attendais pas et au vu du contexte, tu peux forcément faire mieux. Parce que tu es en pleine progression, donc je pense que tu peux encore faire mieux. Du coup, le prochain 5, tu vas attendre un peu, j'imagine? Tu passes la saison estivale et tu enchaînes après, C'est ça, là, le plan, c'est de repasser sur une saison estivale. Déjà, je termine la saison de cross qui est en cours, donc par les demi-finales des championnats de France qui se passent, ce week-end et ensuite, la finale et après, il y aura la saison de piste qui va commencer. OK. Ouais, donc là, ce week-end, tu en course, là? Voilà, c'est ça. OK. Ah ouais. Ouais, donc faut enchaîner, quoi. Faut enchaîner. Ouais, c'est ça, donc là, cette semaine, j'ai ressenti encore à nouveau le tendon d'Achille qui était un petit peu fragile. Ouais. Donc là, j'ai tenté une, reprise sur un fractionné mardi, j'ai dû l'arrêter. OK. Mais après, toujours, parce que j'anticipe que dimanche, je vais mettre une intensité maximale. Donc pour pas finir ma saison, hivernale sur ce cross-là, j'essaie de réduire vachement pour que le jour de la course, il soit apte à accepter la charge, en fait. OK. Et la tendinite, elle date de quand? Elle est survenue quand? Ça fait un petit moment que tu es embêté ou? Elle est survenue, bah, c'était du coup 10 jours avant, ouais, c'était 10 jours avant l'Apprendre classique, donc fin décembre Ouais. et elle était partie entre les 2 courses, donc pendant le retour à l'entraînement. C'était le mollet qui avait pris, la charge
Et là, au final, avec la course, c'est revenu, mais est-ce qu'il y a pas aussi le côté mental, quand je m'approche de la course: «Ah tiens, je sens mon tendon plus que d'habitude». C'est possible aussi. Mais ça va, j'ai des kinés qui s'occupent bien de moi. Je vais les voir 1 à 2 fois par semaine selon les besoins et puis on gère ça tranquillement et ce sera réparé avant la saison estivale. Bon, bah, super et du coup, bah, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Est-ce que tu as été très, très embêté au cours de ta carrière par les blessures ou pas forcément? Alors j'ai jamais été, blessé gravement, on va dire. Ça a toujours été des petites gênes qui arrivaient toujours au mauvais moment. Mmh. Donc quelque chose qui empêche de courir sur, 2 semaines, 3 semaines, mais jamais plus long. Mais qui vient toujours couper en fait tout le travail qui a été fait et qui se concrétisait pas forcément en compétition. Et c'était aussi, je pense, une fatigue mentale en même temps. C'est que je me préparais pour la saison, donc j'enchaînais, avec mon ancien coach, j'enchaînais vachement les entraînements intensifs, tout ça et j'arrivais en compétition et j'étais cramé musculairement et aussi mentalement, je pense et c'est à ce moment-là que ça pétait, en début de saison et je voyais jamais quasiment les fins de saison. OK, je vois. Ouais, bah, clairement, je pense que le fait de faire plus de volume en contrôle, tu vas adapter ton corps à la charge et tu risques de moins te blesser dans les années à venir. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai expérimenté, hein, parce que bon, j'ai un passif, par rapport aux blessures qui est très, très lourd. On m'a conseillé d'arrêter plusieurs fois la course à pied quand j'étais plus jeune. J'ai eu hernie discale, j'ai eu plein de fractures de fatigue, de choses comme ça et pareil, bon, bah, déjà d'une, j'ai un terrain génétique qui est, quand même, faible et surtout, je faisais trop d'intensité, pareil et depuis que je gère ça avec du renforcement musculaire aussi, que j'inclus beaucoup, bah, pareil, on se blesse plus, donc je pense que le volume constant et haut, contrairement à ce qu'on peut penser, il nous évite la blessure plus qu'autre chose. Je pense que 60 kilomètres d'intensité et 120 kilomètres bien gérés, avec la bonne, quantification de la charge d'entraînement, ça change tout. Ouais, je pense que c'est ça, c'est de la quantification de la charge d'entraînement et aussi de la répartition. Mmh mh. On enchaîne 2 séances d'affilée de qualité sans récupérer vraiment, alors qu'on n'est pas habitué et qu'on fait, la moitié de ses entraînements trop vite, bah, forcément au bout d'un moment ça suit plus. Bah, c'est clair. Non, donc je pense, ouais, que tu vas avoir une belle progression, en tout cas dans les années à venir, c'est certain. Et est-ce que tu penses, améliorer, enfin, augmenter ta distance dans les années à venir? Bon, là, tu es encore très jeune, mais peut-être monter sur semi, sur marathon, qu'est-ce que tu en penses des distances, supérieures? Alors pour m'être, entraîné avec, des marathoniens de temps en temps sur des périodes de stage, Ouais. ça m'irait bien parce qu'à ce moment-là, je commençais à changer un petit peu de mentalité. Avant de rejoindre mon nouveau groupe, je me disais: «Je vais mettre un petit peu plus de volume». J'étais déjà influencé par la méthode norvégienne, de ce que je pouvais en voir sur les réseaux sociaux et je me suis du coup pas mal entraîné tout seul pendant 2 3 mois et j'ai suivi ces marathoniens-là sans trop me poser de questions et l'entraînement m'a bien plu au final. Donc je pense que plus tard, c'est envisageable que je monte sur des distances un petit peu plus longues, mais pour l'instant, l'objectif est vraiment, aller chercher, le maximum de mon potentiel, plutôt sur ce qui est des allures 1 500 mètres, on va dire et ensuite progressivement monter vers du 5 000 et la suite. OK. Et du coup, ton objectif ultime sur, 1500-5000, ce serait quoi? L'objectif ultime, c'est de j'ai pas forcément de chrono en tête, c'est, aller chercher le meilleur de moi-même, de ce que je peux donner et on verra où le corps et la tête m'emmènent en termes de chrono et ce que j'apprécie dans la course à pied, dans l'athlétisme en fait en général, c'est de voir mon évolution et jusqu'où je peux aller en fait, maximiser mon potentiel. Peu importe le chrono final, je serais très content de finir, la carrière, que ce soit en 3:42 ou en, 3:33, j'en sais rien. Mmh. Tant que je suis allé au maximum et que j'ai pris un maximum de plaisir, bah, je me dis que j'ai rempli le contrat et puis, on passe à la suite. Ouais, je pense que c'est un très bon état d'esprit. Puis j'ai tendance à dire que se fixer un chrono, c'est se fixer une limite au final. Donc faut pas se fixer de limite, aller le plus loin qu'on peut aller avec ce que la nature nous a donné et le travail qu'on est capable de fournir et puis voilà, après il y a pas de secret et puis ça se construit en plusieurs dizaines d'années, un bon coureur donc je pense que tu as encore le temps de voir venir sur le court, donc ouais, tu as raison de te concentrer, vraiment là-dessus.
Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal en termes d'entraînement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou que ce soit des conseils à donner aux personnes qui peuvent nous écouter, peu importe leur niveau, qu'est-ce que tu pourrais dire? Si j'ai un seul conseil à donner, je m'adresse plus aux coureurs débutants intermédiaires, j'ai envie de dire. Mmh mh. C'est peut-être courez un petit peu moins en distance, mais courez plus souvent. Plutôt que d'aller faire une sortie par semaine vraiment longue, allez en faire 3, 4 déjà. Comme ça, la charge sera mieux répartie et puis, le corps s'adapte au final, pour s'adapter à la course à pied, il faut courir. Donc plus tu iras régulièrement et plus ton corps va s'habituer et progressera. Bah, je peux être que d'accord avec toi et c'est vraiment ma philosophie de l'entraînement. Et c'est vrai que, j'ai beaucoup d'athlètes débutants qui ont été confrontés aussi aux blessures et de par mes formations au sein de la clinique du coureur et de ce que j'ai appliqué sur moi-même, c'est vrai que la fréquence des entraînements est hyper importante. Par exemple, sur une pathologie, comme la périostite tibiale, contrairement à ce qu'on pense, il faut courir régulièrement, presque 2 fois par jour, mais des petites distances à des petites intensités. Et plus vous allez courir, souvent, bah, plus votre corps va s'habituer à la quantification, du stress mécanique. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu peux donner parce que c'est l'erreur qui est commise la plupart du temps. On court 3 fois trop vite, trop fort, trop longtemps et on se blesse. Plutôt que de Ouais, courir c'est exactement ça. ouais, donc bah, merci beaucoup pour tout ton conseil. Bah, là, sur la dernière partie, on va parler un petit peu plus de ta vie professionnelle. Comment est-ce que tu concilies, ton parcours sportif avec ta vie, professionnelle? Et puis, tu vas nous parler un petit peu de ta présence sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu t'es développé un petit peu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai cru comprendre aussi que tu avais quelques partenaires, tels que Mizuno, donc je te laisse nous présenter un petit peu ta vie pro et puis, ton investissement sur les réseaux. Alors là, je suis plus étudiant, j'ai quitté les études, il me semble que c'était en mars dernier, quand je suis parti en stage au Kenya. Au final, je me retrouvais plus dans ce que je faisais à ce moment-là. J'ai commencé les réseaux sociaux, ça fait déjà un petit moment. J'avais déjà eu un compte Instagram avant qui avait été supprimé. J'avais OK. pas eu de chance. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas de réponse d'ailleurs à ça. Du coup, ce compte-là Instagram, je l'ai relancé, tout début, 2023. Donc là, ça fait, un petit peu plus d'un an qu'il est actif et je l'ai lancé pour, partager un petit peu ce que je faisais au quotidien Mmh mh. parce que l'athlé prenait de plus en plus de place dans ma vie et peut-être aussi pour me faire comprendre que je montre aux gens ce que je faisais. Et j'ai eu aussi, ce côté-là où parfois je recevais des messages de personnes qui me disaient, «Je me suis mis au sport grâce à toi, je continue à courir parce que tu me motives» et ça, j'ai l'impression que c'est une des plus belles récompenses au final. Je partage ce que je fais et puis il y en a d'autres qui arrivent à prendre le bon wagon. Donc c'est principalement pour ça OK, et si on peut motiver un maximum de gens, c'est très cool. En termes de travail sinon, maintenant je bosse, en télétravail, en freelance. d'accord. Donc créateur de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit pour des marques, pour des événements, tout ça. OK, et comment t'en es arrivé du coup à travailler comme ça sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie et puis comment t'as eu les opportunités aussi? Dans le monde de l'athlé, c'est peut-être en te faisant connaître, de par ton réseau dans l'athlé, tes performances, comment est-ce que tu as réussi à te créer, on va dire, les opportunités? Parce qu'il faut quand même trouver, bah, forcément les clients et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, il y a eu une part de chance, peut-être aussi une part de culot. Donc j'avais déjà commencé, mon compte Instagram à partager ce que je faisais de manière assez régulière. Je suis allé au Kenya, du coup, en mars quand j'ai quitté mes études. Hem, enfin, j'étais déjà allé avant, ça c'était encore l'année d'avant. J'étais du coup encore dans les études. Je me suis retrouvé au Kenya en tant que stagiaire, dans le Running Athletic Center Mmh. pour découvrir le Kenya, toute la culture, tout ça. Et en repartant, je suis tombé amoureux du pays et j'ai envoyé un mail pour demander, est-ce qu'ils n'avaient pas du travail pour moi à déléguer. Et en fait, l'opportunité est venue à ce moment-là de commencer à créer du contenu parce qu'ils voyaient que ce que je faisais sur mon Insta personnel, c'était pas mal. Donc j'ai commencé à filmer sur quelques événements. Au final, ça a pris au fur et à mesure. Je me suis retrouvé ensuite, 1 an après,
à aller au Kenya, mais cette fois-ci en tant que manager pour tenir le centre et les opportunités se sont faites comme ça au final. Et je me suis fait connaître et c'est ce qui a fait que: «Ah, il a travaillé pour Onyx, tiens, bah, moi aussi j'ai envie que tu travailles pour moi» et ça s'est monté un petit peu comme ça donc il y a une part de chance et une part de culot. OK, bah, oui, bah, de toute façon la chance, on dit toujours qu'elle se provoque aussi. Donc, bah, félicitations à toi en tout cas, bah, ça te permet aussi de pouvoir vivre, pleinement de ta passion et puis de rester dans le milieu de l'athlétisme. Je pense que ça c'est vraiment chouette aussi. Ouais, c'est ça. Le but, c'était vraiment, là, ça l'est de plus en plus, c'est, d'aller chercher l'opportunité et puis là, je me dis: «Bon, commence à bien progresser». Je me dégage du temps pour pouvoir m'entraîner 2 fois par jour. À côté, je fais un travail du coup qui me permet de vivre. Ça reste toujours dans le milieu que j'aime bien, donc en fait, tout roule pour moi et puis, à la recherche de nouvelles opportunités au fur et à mesure et puis tant que j'arrive à progresser, moi ça me va, le contrat est rempli. Super. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton partenaire, Mizuno? Comment tu en es arrivé à être accompagné par cette marque? Et bah, alors j'ai été contacté, sur Instagram OK. avec, du coup celui qui s'occupe des partenariats chez Mizuno. Il aimait bien mon contenu, ce que je pouvais proposer parce que je partageais pas mal et il m'a proposé, de m'envoyer des produits pour que je lui dise ce que j'en pense Mmh. et ça a découlé ensuite sur une proposition de partenariat et donc j'ai reçu de plus en plus de produits et puis, je me suis engagé avec eux, en fait, à courir avec leurs produits, parce qu'ils sont de qualité et que ça n'allait pas du tout me gêner pour la performance, pardon. C'est d'ailleurs avec cette paire, de Mizuno que j'ai fait mes 2 records. Et donc c'était une opportunité très très cool parce que forcément, les équipements, ça a un coût et le fait d'être accompagné de ce côté-là, bah, c'est un luxe, en fait, de pouvoir, continuer à s'entraîner dans les bonnes conditions, avec les bons équipements et ça m'a fait plaisir et puis, voilà, ça a débuté comme ça. Très bien. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marque et notamment là de leur dernière, chaussure, carbone? J'imagine qu'avant, tu as testé aussi d'autres modèles, tout ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chaussure, sur ses caractéristiques? Alors quand je suis arrivé dans la marque, la chaussure, avec laquelle j'ai couru le 5 et le 10 kilomètres n'était pas encore arrivée. Mmh. Donc je me suis entraîné avec le modèle carbone, la première version. Donc j'étais en train de l'appréhender, voir comment on courait avec parce que c'est une forme un petit peu plus de bascule Mmh. qui n'avait rien à voir avec les chaussures que j'avais pu tester avant et c'était une autre manière de courir. Et au final, la version 2 est arrivée juste avant mes compétitions sur route. Donc j'ai pu tester ça rapidement à l'entraînement sur, 3 semaines, je pense. Et puis là, je suis tombé amoureux de la chaussure, franchement, avec, c'est toujours la même forme de bascule, hem et la mousse qui rebondit vachement bien. Donc, j'ai été vraiment convaincu par cette chaussure. L'accroche que j'avais pas tellement avec d'autres paires de chaussures, là, je l'ai retrouvée directement. Donc quand il pleuvait sur la piste et tout ça, je glissais jamais. Et là, je me suis dit: «Bon, beh, c'est vraiment la bonne paire, j'ai confiance en l'équipement» et puis je suis parti avec. C'était, plutôt incroyable. OK. Et en termes de caractéristiques, le drop, le poids, et puis, à quel type, de distance elle correspondrait, selon toi? Plus de la courte distance du coup ou tu peux monter sur marathon avec cette paire? J'ai pas les caractéristiques exactes, mais il me semble que c'est un drop de 8 millimètres à OK. confirmer, hein. Je pense que c'est 8 millimètres et elle est dédiée, pour les courses sur route, en général, donc du 5 kilomètres au marathon. OK, ouais, donc tu as quand même un bon amorti, sur Ouais. le modèle, quoi. OK, OK. Et du coup, en termes de rotation des chaussures, ça va être intéressant d'en parler sur ton entraînement. Comment tu gères? Tu as combien de paires et puis, pour quel type, d'utilisation? Donc je tourne avec, 3 ou 4 paires, donc une paire de footing que je mets, pour la grande majorité du volume, en fait, tout ce qui est à basse intensité, toujours avec une paire de Rider, 27. Du coup, toute la rotation chez Mizuno, évidemment. Ensuite sur la piste, j'essaye de pas avoir les carbones.
parce que déjà c'est instable et puis, même pour le travail de pied, c'est pas forcément toujours intéressant. C'est la version plus entraînement et là qui accroche très bien et c'est un peu comme une flat, en fait, OK. pour bien travailler le pied et puis, ne pas être trop aidé non plus en séance. Mmh. Par contre, quand on va sur des fartleks sur route, là, j'ai besoin d'un petit peu plus de confort parce que je suis quand même assez fragile, niveau tendon d'Achille, mollet. Surtout avec l'augmentation du volume, c'est pas forcément quelque chose, dont j'avais l'habitude et là, je courais beaucoup avec la version 1, des Carbone et récemment, je commence à mettre un petit peu plus la version 2 quand, le volume est conséquent et que je sens que musculairement ou, niveau tendineux, je suis chargé. Là, je me dis: «Allez, je me fais un petit luxe, je me mets dans les chaussons et puis ça va rebondir, assez vite et ça va m'aider à pouvoir enchaîner pour la semaine suivante». Mmh mh. Bah, c'est vrai que je pense que la vraie révolution des chaussures carbone, c'est vraiment la mousse et l'économie musculaire qu'elle peut proposer, hein. Je trouve que c'est, souvent négligé l'impact que ça peut avoir, hein. Ça peut vraiment te permettre de faire beaucoup plus de volume avec, une dégradation musculaire qui est, moindre par rapport aux chaussures de l'époque. Donc ouais, pour moi, l'évolution vraiment sur les chaussures carbone, c'est la mousse, hein, qui apporte une réelle, économie musculaire et qui permet d'enchaîner, séance après séance, plus que la plaque carbone à mon avis. Donc je sais pas ce que tu en penses? Bah, je pense que, le gros gain de ces nouvelles chaussures, il est plus important à l'entraînement, en fait, de pouvoir beaucoup plus s'entraîner et d'assimiler des charges d'entraînement qu'on n'aurait pas pu faire avant avec des chaussures classiques. Plus que en fait, la performance de la paire le jour J. J'ai l'impression que c'est vraiment plus de ce côté-là que ça nous a fait progresser. Alors je voulais également te poser une question, plus sur l'avenir. Est-ce que tu aurais un objectif pour toi de peut-être pourquoi pas à terme, devenir, professionnel? Est-ce que tu y penses et est-ce que c'est un mode de vie qui te conviendrait? Ouais, c'est clair que j'y pense. Déjà être accompagné par des partenaires et puis en plus qu'il y ait du financier qui arrive derrière. Pouvoir vivre de cette passion, ce serait très cool. Après, en faire toute une vie, on sait que c'est limité, on n'est pas dans les salaires du foot. Mais, l'idée de représenter des partenaires, de courir pour une marque, à haut niveau et être considéré comme athlète professionnel, c'est sûr que c'est un objectif. Comme pour aller chercher le maillot de l'équipe de France, tout ça, là, c'est plus de l'ordre des rêves, mais tout ça. Mais c'est sûr que ça me plairait bien. Bah, écoute, de toute façon, encore une fois, faut pas se fixer de limites et puis, croire en soi, jusqu'au bout et puis tu as prouvé aussi que, tu pouvais, progresser, très fort. Donc on sait pas forcément où est-ce que tu vas t'arrêter non plus donc tu fais bien en tout cas de continuer d'y croire et puis d'avoir des objectifs, précis à long terme. En fait, ouais, c'est ça, c'est, tenir la progression et puis on verra où ça me mène. Encore une fois, désolé pour la qualité du son lors de ce podcast. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Je vous invite également à suivre Arthur Farou sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram sous le nom de La Casquette Blanche. J'espère que nous aurons l'occasion d'enregistrer un nouveau podcast dans de meilleures conditions avec Arthur pour revenir sur sa saison estivale. Allez, à bientôt sur le Run Success Podcast.